Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur la défaillance cardiaque post-cardiotomie. La défaillance cardiaque post-cardiotomie peut être liée à une décompensation de la pathologie sous-jacente. Elle peut aussi être liée à la CEC. Tout d'abord, voyons les étiologies de la défaillance cardiaque liée à une décompensation de la pathologie sous-jacente. La défaillance cardiaque liée à une décompensation de la pathologie sous-jacente regroupe 1. Les infarctus périopératoires, 2. Une altération préopératoire de la fonction ventriculaire gauche, 3. Une dysfonction diastolique, 4. Une dysfonction post-opératoire aiguë de prothèse, et enfin 5. L'hypertension artérielle pulmonaire. Nous allons étudier successivement dans ce groupe de défaillance cardiaque liée à une décompensation de la pathologie sous-jacente, l'infarctus périopératoire, l'altération préopératoire de la fonction ventriculaire gauche, la dysfonction diastolique, la dysfonction post-opératoire aiguë de prothèse, et nous terminerons par étudier l'hypertension artérielle pulmonaire. Tout d'abord, voyons la défaillance cardiaque post-opératoire liée à l'infarctus périopératoire. L'infarctus périopératoire a une incidence comprise entre 1 et 5% après pontage. Il concerne habituellement la chirurgie coronaire, seule ou en association à une chirurgie valvulaire. Plus rarement, il vient compliquer une chirurgie valvulaire isolée, par exemple en cas de lésion coronaire méconnue chez un patient n'ayant pas bénéficié d'une coronarographie préopératoire, une intervention sur l'aorte ou la cure d'une cardiopathie congénitale, en particulier en cas de naissance anormale d'une coronaire méconnue et lésée. Le mécanisme de l'infarctus périopératoire peut être lié, comme dans l'infarctus myocardique aigu, survenant en dehors de tout contexte préopératoire, à l'occlusion d'un pontage ou d'une artère coronaire native par un thrombus. Parfois, il s'agit d'une complication périopératoire plus spécifique, un défaut de protection myocardique ou la survenue d'un spasme artériel sur un greffon artériel libre, artère radiale ou mammaire interne ou autre, ou plus rarement sur une anastomose mammaire interne. Cette complication, habituellement périopératoire, de la revascularisation coronaire utilisant des artères a longtemps fait préférer l'utilisation des greffons veineux. Le développement des anastomoses mammaires internes se compliquant moins fréquemment des spasmes que l'utilisation d'artères mammaires internes ou autres. Un greffon libre est la meilleure
réparation des artères utilisées en greffon libre rendent sans doute compte de la quasi-disparition des infarctus périopératoires spastiques liés à l'utilisation d'artères pour la revascularisation coronaire. Le diagnostic de l'infarctus périopératoire repose essentiellement sur l'analyse de l'ECG qui montre apparition d'un QI, l'analyse du segment ST, sur la surveillance enzymatique de la fraction MB spécifique du cœur, des CPK ou d'autres enzymes spécifiques telles que la troponine 1 et sur les modifications de la cinétique segmentaire à l'échocardiographie, car la douleur est en règle absente dans ce contexte périopératoire. La coronarographie, lorsque l'étendue ou la mauvaise tolérance de l'infarctus insiste à la réaliser, confirme le diagnostic et précise l'artère ou le pointage responsable. Le traitement repose essentiellement sur l'aspirine, parfois associé à un geste de revascularisation en urgence, par angioplastie coronaire ou reprise chirurgicale. L'héparine est également utilisée. Les infarctus périopératoires sont responsables d'une part non négligeable de la mortalité périopératoire. Leurs conséquences sont fonction de l'étendue de l'infarctus et de la fonction ventriculaire gauche résiduelle. Cela nous conduit à l'étude de la défaillance cardiaque post-opératoire liée à une altération préopératoire de la fonction ventriculaire gauche, autrement appelée FFVG basse. L'existence d'une altération préopératoire de la fonction systolique du ventricule gauche est, nous l'avons vu, un facteur de mauvais pronostic de la chirurgie cardiaque. Une fraction d'éjection ventriculaire gauche préopératoire inférieure à 30% n'est cependant plus retenue comme une contre-indication à la chirurgie cardiaque. On opère ainsi un certain nombre de patients ayant une altération majeure de la fonction ventriculaire gauche, en particulier en chirurgie valvulaire aortique, lorsque le pronostic du patient, en l'absence d'intervention, paraît nettement défavorable, ou en chirurgie coronaire, lorsque une étude de la viabilité myocardique par scintigraphie ou échocardiographie des stress laisse prévoir que la revascularisation s'accompagnera d'une amélioration de la performance ventriculaire gauche. Dans ces situations, la période post-opératoire précoce est souvent difficile, nécessitant le recours transitoire aux drogues inotropes positives, parfois associées à la mise en place temporaire d'un ballon de contre-pulsion intra-aortique. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième cause de défaillance cardiaque post-opératoire. Ce groupe de défaillance cardiaque post-cardiotomie est lié à une dysfonction diastolique. L'existence d'une dysfonction diastolique préopératoire
est souvent méconnu avant l'intervention car, contrairement à la fonction systolique du ventricule gauche, on manque d'indices chiffrés comparables à la fraction d'éjection pour l'évaluer avec précision. Elle doit être suspectée dans un certain nombre de situations qui sont des antécédents d'édème pulmonaire avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale, l'existence d'une hypertension artérielle ancienne, sévère ou négligée, l'existence de critères ECG ou échocardiographiques d'hypertension ventriculaire gauche. La dysfonction diastolique doit être post-opératoire, doit être évoquée devant l'apparition de signes d'insuffisance cardiaque chez un patient tachycarde ou en arythmie, ou la mauvaise tolérance de l'introduction d'un traitement inotrope positif. Je répète, la dysfonction diastolique post-opératoire doit être évoquée devant l'apparition de signes d'insuffisance cardiaque chez un patient tachycarde ou en arythmie, ou la mauvaise tolérance de l'introduction d'un traitement inotrope positif. L'altération du remplissage ventriculaire gauche pendant la diastole, liée à une diminution de la compliance du ventricule, est responsable de la dysfonction ventriculaire gauche. Tout ce qui altère ce remplissage déficient renforce cette dysfonction. L'accélération de la fréquence cardiaque, se faisant essentiellement aux dépens d'un raccourcissement de la diastole, entraîne donc une diminution du temps de remplissage du ventricule gauche. La perte de la systole auriculaire en faisant disparaître la composante télédiastolique du remplissage ventriculaire altère elle aussi le remplissage ventriculaire. La fibrillation auriculaire ou le flutter qui associe accélération de la fréquence cardiaque et perte de la systole auriculaire sont donc particulièrement mal tolérés chez ces patients. La prise en charge de la dysfonction diastolique diffère quelque peu de celle de l'insuffisance cardiaque liée à une altération de la fonction systolique. Les drogues inotropes positives, responsables d'une accélération de la fréquence cardiaque, sont habituellement mal tolérées. Le traitement repose sur le contrôle de la cadence ventriculaire par des médicaments bradycardisants et la restauration la plus précoce possible d'un rythme sinusal. Comme le débit cardiaque est chez ce patient particulièrement dépendant de la précharge, l'emploi des diurétiques ne doit se faire qu'en cas de signes congestifs et une grande prudence est conseillée dans l'utilisation des dérivés nitrés. Cela nous amène à l'étude du groupe de dysfonction post-opératoire aiguë de prothèse. La dysfonction post-opératoire peut s'agir d'une thrombose aiguë de prothèse ou d'une fuite paraprothétique. La dysfonction post-opératoire aiguë de prothèse peut s'agir d'une thrombose aiguë de prothèse, surtout fréquente pour les prothèses en position mitrale ou tricuspide.
en particulier mécanique, survenant à la faveur d'une anticoagulation souvent imparfaite dans la période périopératoire. Le traitement et la reprise chirurgicale avec le plus souvent un remplacement de la prothèse. Plus rarement, dans des cas d'urgence extrême, l'administration de thrombolytiques a permis de sauver quelques patients. Malgré le risque majeur d'emboles cérébraux et de saignements inhérents à la proximité du geste opératoire. L'autre complication possible est la fuite paraprothétique. Le traitement est fonction de l'importance de la fuite avec évaluation préopératoire échographique transœsophagienne de la fuite et de l'hémolyse qui en résulte parfois. Lorsque la fuite est minime, une surveillance échographique régulière suffit. Lorsque la fuite est plus importante ou que l'hémolyse nécessite des transfusions répétées, la reprise chirurgicale est alors proposée. Enfin, nous avons l'hypertension artérielle pulmonaire comme cause de défaillance cardiaque post-cardiotomie. L'hypertension artérielle pulmonaire, lorsqu'elle est présente, est le plus souvent liée à l'existence d'une dysfonction ventriculaire gauche et son traitement est alors celui de la dysfonction. Lorsqu'elle n'est pas liée à une dysfonction ventriculaire gauche, comme dans les cures de certaines cardiopathies congénitales, canal atrioventriculaire complet, CIV, etc., elle constitue une complication post-opératoire particulièrement fréquente et grave, actuellement partiellement résolue grâce à l'utilisation du monoxyde d'azote en inhalation. L'hypertension artérielle pulmonaire se voit également dans la chirurgie mitrale. Son pronostic est alors fonction de sa réversibilité et il est important de souligner à ce propos l'intérêt d'un bilan préopératoire ayant permis d'éliminer la possibilité d'une HTAP fixée. Une HTAP fixée, comme celle que l'on peut voir dans un syndrome d'Elsemenger, associant CIV et HTAP fixé, ou un RM vieilli, contre-indique le geste chirurgical, car celui-ci n'aboutit habituellement qu'à l'aggravation de l'état du patient. La seule solution chirurgicale à discuter à ce stade est la transplantation cœur-poumon. Pour finir, la dysfonction cardiaque post-opératoire peut être liée à la CSI. On observe après circulation extracorporelle une altération de la fonction ventriculaire gauche transitoire, modérée et réversible en quelques heures à quelques jours. Le mécanisme de la dysfonction cardiaque post-opératoire liée à la CEC est encore imparfaitement élucidé. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt. Au revoir.